mën a expliquer ma ne ko man mosuma am expérience boobu si racisme kenn mosuma wax dara loo xam ni affaire raciste la depuis mooy basket NBA ba léegi kon mënuma si sori parce que tamit bëgg naa lu may wax ma xam ko bu baax lu may wax ma teg argument yu leer léegi ma ne ko lu tax loolu mosu am parce que man dama gàttal sama tànk su ma basketee maa dem entraînement su ma ñibbee maa sama kër jàng sama kër parce que loolu mooy tax nga mucc foo dëkkul da ngay xam ni dëkkoo fa xam nga ak lu ma mën a am alal foofu ak lu ma nit ñi xam-xam dëkkuma fa loolu moo tax yooyu yëpp mënuma si sori. D'accord kon daal cri du singe yeeg yooyu ñuy gis en Europe souvent ci football bi yooyu yow doo ko gis foofu États-Unis tellement ñuy kii chahuté noir yi et cetera sur terrain wala ñu leen di sànni ay affaire non am na ñu koy def. am na ñu koy def. For example Ibaka. he from Congo. am na gars yi des fois dañu ko yuuxu golo si terrain. but am na loolu du ma sori mais nit lu mu am. personnalité moo ko may. xam nga man musuma kii yooyu parce que du ma jéem a wax ak kenn du ma jéem a xaritoo kenn parce que xam nga lu ma tax du ma jàpp sama xel. mooy man Sénégal laa dama dem foofu dañ ma yónni yàkkamti ma. xam nga waaw loolu am na solo. d'accord loolu mbëri ñoo ko doon wax. mbëri ñoo doon wax loolu mais góor gi. waaw góor gi de mu nekk ci basket bi ne nañ ko yónni dañ ko yàkkamti. dañ ko yónni yàkkamti ko. mais yaakaar naa ay messages yu fort la fi joxe tey. vraiment yu jëm surtout ci jeunesse bi jeunesse Sénégal jeune nga comme ñoom. yaakaar naa duñ la dégloo aussi am na lu bëri loo xam ne mën nañu ko tirer ci li nga wax et que loolu également lu am solo la. xëy na dina dem sax tuuti ci cadre suñu beneen invité bi nga xam war nañu ko fi am nga xam ne ñoom dañuy souvent di jël ay modèles bëgg leen wane pour que nit ñi mun a am ay repères léegi parce que repères yu bëri peut-être xëy na société bi mu ngi commencé di ko perte quoi. loolu dina nekk thème ci suñu deuxième partie wu émission. Nous sommes au terme de cette première partie de notre émission Le Grand Rendez-vous qui recevait le professeur Ahmed Iyane Sow, bactériologue, virologue, venu nous parler de son ouvrage Incursion dans le monde invisible des bactéries. Professeur, merci encore une fois. Nous avons également reçu Gorgui Dieng, basketteur à NBA, qui évolue précisément chez les Wolves de Minnesota. Merci à vous tous. Le Grand Rendez-vous revient dans sa deuxième partie avec Abdoulaye Sakho, initiateur de l'événementiel Les Calebasses d'Or. Nous allons parler de l'édition 2014. À tout de suite. Après avoir invité toutes ses amies pour le baptême, Fanta et ses copines sont toutes réunies pour les préparatifs. Aujourd'hui on est libre, on est libre de nos envies, à chaque instant de nos vies. Aujourd'hui, vous êtes Diamond Classique et vous avez besoin de beaucoup communiquer avec vos proches. C'est pour cela qu'avec les Illimix Classiques, vous profitez de 30 minutes d'appel vers tous les numéros Orange pour seulement 500 francs CFA. Bénéficiez également de 100 SMS et d'un pass internet de 20 mégaoctets. Une bonne journée commence toujours avec un Illimix. Buzz Bonheur change avec Orange, la vie change avec Orange. Situé sur la VDN à 10 minutes de l'aéroport et de Dakar Centre, les résidences Mamoun, avec son concept appart-hôtel, vous propose 50 appartements et chambres d'hôtel luxueux, des salles de conférences et séminaires et un restaurant. Tous les appartements et chambres sont climatisés, équipés de téléviseurs à écran plat et de réfrigérateurs. Un décor et un confort dignes des grands hôtels européens font des résidences Mamoun le numéro 1 des appart-hôtels au Sénégal. Idéal pour la clientèle touristique et d'affaires, pour des séjours de courte et longue durée, nos résidences associent le confort d'un appartement au service d'un hôtel. Pour vous accueillir, nous proposons une navette gratuite aéroport résidence Mamoun, un voiturier, un bagagiste et un service de sécurité, 24 heures sur 24.
Merci d'être resté avec nous pour la seconde partie de votre émission que nous reprenons avec l'école privée Performance Plus de Keur Massar. Ils sont accompagnés par le surveillant Mohamedou Lamine Dieng. Pour combattre les contre-modèles qui polluent l'espace public, influençant négativement la jeunesse et les élites futures, le mouvement citoyen Les Patriotes du Sénégal organise depuis 2008 la cérémonie des calebasses d'or. Pour nous en parler, nous recevons ce soir Abdoulaye Sakho, initiateur de l'événement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Thiandoum. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes greffier au tribunal régional détaché à l'APIX. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le plan de relance de notre économie dépend du PSE, le plan Sénégal émergent, et sa mise en œuvre qui vise un taux de croissance de 7% aujourd'hui repose également sur certains paradigmes, notamment la réforme de plusieurs systèmes, de plusieurs en tout cas paramètres de notre système économique. Et je crois que vous êtes là aujourd'hui pour nous parler principalement peut-être d'un pan de cet objectif-là qui concerne en tout cas la réforme liée à l'entreprise dans notre pays. Je crois que globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je commencerai d'abord par faire une petite présentation, ou bien un peu d'historique en fait, par rapport à la création d'entreprises. L'APIX a à son sein un bureau de création d'entreprise qui est né d'une volonté de l'État du Sénégal pour accélérer en fait les procédures de création d'entreprise qui sont passées de 58 jours à 48 heures en 2007. Actuellement, nous en sommes à 24 heures pour la procédure de création d'entreprise. C'est un bureau en fait qui regroupe toutes les administrations de manière générale qui interviennent dans la procédure de création d'entreprise, notamment le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice, le ministère du plan et le ministère du travail et de l'action sociale. Donc ce sont les administrations qui sont représentées dans ce bureau-là. Donc l'État du Sénégal a senti en fait le besoin de faciliter la création d'entreprises, tout simplement parce que, comme vous dites, les réformes ne peuvent pas se faire si l'environnement ne s'y prête pas. Donc il fallait nécessairement accélérer, rendre accessible également et sortir certaines entreprises de l'informel pour leur permettre également de se formaliser. Donc c'est l'objectif qui a été visé par l'État du Sénégal et qui a permis également la création de ce bureau. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous confirmez qu'en 48 heures, effectivement, on peut, toute personne... 24 heures pour les personnes morales et 48 heures pour les entreprises individuelles et les GIE. D'accord. Exactement. Je pense également que par rapport à l'aspect financier, notamment lié à la création de la SARL, beaucoup d'efforts ont été faits. Et là, je pense que c'est le lieu de saluer l'initiative de l'État du Sénégal, bien sûr en collaboration avec l'APIX, à réduire le capital social de la SARL qui était de 1 million, qui constitue également une grande contrainte pour certains promoteurs, pour l'investissement en fait. Donc c'est passé de 1 million à 100 000 francs. D'accord. Je crois que c'est un effort salutaire. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas peut-être simplement d'évoquer l'aspect création, etc. Mais il faut, je crois, dans un cadre global, penser à accompagner les entreprises pour qu'au bout d'un certain temps relativement court, qu'ils mettent la clé sous le paillasson. C'est un projet. Tous les efforts. C'est un projet de mettre en place une direction pour le volet accompagnement. Parce que la plupart d'entre eux en ont vraiment besoin parce qu'ils arrivent, ils ont créé, mais ils ne savent pas comment s'organiser, comment fonctionne une structure économique. Parce que vous parliez de quitter l'informel pour aller vers le Tout à fait, et ils ont besoin de cet aspect-là, accompagnement. Et c'est un projet pour l'APIX. D'accord. Très bien. Nina, peut-être. Je crois qu'on va aller direct dans la pratique pour voir un peu
Est-ce que c'est en 24 heures, si moi je veux créer une entreprise, quand j'arrive à l'APIX, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on me demande? Comment ça se passe? D'accord. La plupart du temps, les gens que je reçois, j'ai besoin d'identifier quel type d'entreprise ils veulent créer. Les gens vous disent, je veux une entreprise individuelle. Ok. Ils vous disent, excusez-moi, je veux juste une entreprise. Mais c'est à vous de leur donner les éléments, les informations pour les orienter. Une entreprise individuelle, c'est quoi? C'est une personne physique, vous et moi, qui s'immatricule avec un nom commercial, tout simplement. Donc, dans ce cas, on a une liste de pièces à fournir. On vous donne la liste des pièces à fournir, il y a une fiche à remplir et vous déposez. Et au bout de 48 heures, vous avez les documents administratifs qui sont nécessaires. Et là, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous êtes légal, comme on dit. En tout cas, je veux juste saluer tous les efforts et surtout par rapport à la réforme sur la création de l'entreprise, de voir déjà qu'il y a toutes ces facilitations et toutes ces facilités. Parce que quand même, comme on le disait tout à l'heure par rapport à une SARL, c'était quand même compliqué pour beaucoup de Sénégalais. Quitter 1 million de francs CFA pour en arriver à 100 000, c'est vraiment un grand bond en avant. Et on ne peut que féliciter et encourager l'APIX à aller dans le sens d'aider les Sénégalais à se formaliser. C'est très important. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, madame. Bonsoir, Oumi. Bonsoir. Oui, je voudrais tout d'abord vous saluer, comme l'a dit Nina, pour le travail qui a été fait et qui est en train d'être fait pour essayer de rendre notre économie le plus compétitive possible. Et dans ça, on peut pas ne pas parler de la création d'entreprises, parce que peut-être si on remonte 10 ans en arrière, on sait qu'un entrepreneur avait tous les soucis du monde pour créer son entreprise. Jours. Voilà, 50 jours, c'est énorme dans le monde de l'économie, surtout quand on sait que time is money. Donc maintenant qu'on peut créer en 24 heures et même en 6 heures de temps, parce que voilà, on peut faire les formalités le matin, venir récupérer l'après-midi son INEA et tout ce qui va avec. Donc ça veut dire que c'est un gain de temps énorme. La facilité aussi, parce que tout se fait au même endroit, je peux dire que voilà, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et pour ça, nous vous félicitons. Ce que je voulais demander, est-ce qu'il y a un volet de conseils pour ceux qui veulent créer une entreprise? Genre, par rapport au type d'entreprise, est-ce que vous leur dites les risques concernant la responsabilité de l'entrepreneur? Est-ce qu'il y a un volet conseil qui est prévu? Et tout à fait. Chaque représentant des administrations qui sont concernées, en plus d'être acteur du système en fait, du process, et consultant et conseiller. Nous recevons les promoteurs, nous leur donnons nous mettons à leur disposition toutes les informations, aussi bien le droit commercial général, la fiscalité, le droit du travail. Donc tout est disponible sur place. Il suffit juste de demander. C'est payant ou bien c'est gratuit? Les services de l'APIX sont gratuits. Gratuits pour tout le monde. Pour tout le monde. Okay. Et ça, je tenais vraiment à le préciser pour que les gens sachent que l'APIX ne demande pas de rémunération par rapport à ses prestations. Voilà, parce que je pense qu'il y avait un certain écart entre les différents protagonistes qu'on pouvait avoir en face de nous. Parce que quelqu'un venait de dire que pour créer, par exemple, une entreprise individuelle, j'ai déjà demandé, on m'a donné des prix 25 000, tu vas autre part, on te dit 18 000, je crois. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait des coûts en plus qui étaient donnés dans certaines chambres de commerce. Peut-être les chambres de commerce, parce que quoi qu'on dise, les chambres de commerce ont une connotation un peu... leur prestation, elle est payante. Ça se comprend. Okay. Parce que ça peut être 18 000 au niveau de la chambre de commerce et à l'APEX, c'est 10 000 francs pour une personne physique simple qui s'immatricule. Avec deux termes de 2 000, le tout combiné, c'est 14 000. Mais au niveau de la chambre de commerce, peut-être il y a une prestation à payer, donc c'est 5 000 francs. Okay. Ça peut se comprendre ainsi. Mais les coûts administratifs sont des coûts fixes.
Ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà, les coûts qui sont demandés au niveau des administrations sont les mêmes que ceux qui sont demandés au niveau de l'APIX. Ok. Et depuis 2007, avec l'entrée en vigueur des réformes, est-ce que vous avez vu par rapport aux statistiques qu'il y a beaucoup plus d'entreprises créées depuis lors? Quel est le recul que vous en avez? Il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont créées, mais je pense que c'est au niveau de la formalisation qu'on ressent l'importance en fait de ce bureau. Okay. Les gens sortent de l'informel pour venir. Ça se comprend parce que c'était des procédures qu'ils considéraient inaccessibles la plupart du temps et il y avait un coût plutôt onéreux. Donc ça a permis de sortir les entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'informel pour leur permettre de se formaliser. Ça a été vraiment... voilà. Et c'était très compliqué. Je pense qu'il y a surtout un problème de communication parce que les gens pensent que ça coûte cher de se formaliser, alors qu'au contraire, on peut même trouver... voilà, ça peut même devenir rentable de se formaliser, notamment par rapport aux exonérations, tout ça. C'est beaucoup plus rentable de se formaliser, hein. Parce qu'on permet à l'entreprise d'être reconnue juridiquement et également les actes de commerce qui sont émis par la structure ont un effet juridique en fait, qui contrairement à l'informel. Recours au financement tout à fait, voilà. Et tout ça. Et pour les SARL, et quand on veut créer une SARL, concrètement, quand on va au niveau de l'APIX, on n'a pas besoin derrière d'aller voir le notaire, tout se fait au niveau du même bureau? Non, pour les entreprises individuelles et les GIE, ça se fait sur place, le dépôt et le retrait. Okay. Mais pour les sociétés, de manière générale, les sociétés à capitaux, tout comme les sociétés de personnes, il faut passer par un notaire. C'est le coût du capital, c'est le montant du capital social qui a été revu à la baisse, mais la procédure ne change pas. Il faut passer par le notaire et les actes de constitution restent des actes authentiques. Madame Oumitiam d'APIX. Tchamdoum. Mais vraiment, la personne qui nous fait les fiches, je me plains contre cette personne, mais je ne la cite pas. Alors, bonsoir à vous, très chère madame. Bonsoir. Je vais être vraiment, encore une fois, synthétique dessus. On ne peut que louer, comme l'ont dit mes très chers frères et sœurs, une initiative aussi importante que celle-ci qui vise justement à donner une sorte de coup d'électrochoc à une économie sénégalaise auparavant dans un coma, on pourrait qualifier même d'éthylique sur certains points. Mais j'ai une question quand même de fond qui a déjà été frôlée, je pense, dans la discussion depuis le départ, qui est que placer le cadre de la démarche d'entreprise pour des personnes qui ont besoin de cela pour pouvoir avancer, prospérer et développer leur initiative individuelle pour déboucher sur le collectif est une chose. Mais à côté de ça, que fait l'APIX pour les personnes qui sont dans une situation économique extrêmement précaire, qui ont des idées extrêmement brillantes de création d'entreprise, mais qui ont besoin d'un minimum de soutien économique en tant que tel? Qu'est-ce que l'APIX conseillerait si moi je viens, par exemple, si je n'étais pas ce que je suis, si je n'avais rien du tout, si j'étais un prolétaire, si j'étais un damné de la terre, comme disait Frantz Fanon, qui avait de bonnes idées, mais qui n'avait pas le financement pour faire, par exemple, ses tenues. Comment je ferais? Pour la création d'entreprise. Voilà. S'il faut vous conseiller pour une forme juridique la moins onéreuse, la moins formaliste, je pense que ce serait une entreprise individuelle. Là, vous n'avez pas besoin d'être vraiment riche, vous n'avez pas besoin de moyens financiers énormes pour la création. Donc, vous aurez besoin juste de 20 000 francs. Et de 2 timbres de 2 000. D'accord. On peut te prêter. Il faut prêter. Voilà, un ami que nous sommes, un minimum. Je suis sûre qu'il y a un ami, un de vos amis, qui pourra vous donner, qui pourra vous prêter 20 000 francs. C'est pas toujours évident. Est-ce que Nina, tu es prête? Je te prête les 20 000. Bon, objectivement, on en parle, mais bon, malheureusement, en réalité, on est
autour de cette table un petit peu des privilégiés, mais vous comprenez quand même qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays, qui est un pays quand même quelque part pauvre, et qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi pour qui même des sommes telles que celle-ci, parfois peuvent paraître, dans des situations précaires dans lesquelles ils sont, peuvent paraître, je ne vais pas dire astronomiques, mais grandes. Outre la création d'entreprise, on crée l'entreprise, c'est une chose, mais après, pour démarrer l'activité de l'entreprise, qu'est-ce que l'APIX? L'accompagnement. Voilà, c'est une prochaine émission, mais Alors, moi, je dirais, pour ce volet suivi, accompagnement financier, je pense que j'ai passé sur, pour laisser à la direction de l'APIX, au top management, vraiment, je ne veux pas trop m'avancer sur. Non, c'est mon côté taquin, mais en tout cas, vous avez répondu parfaitement aux questions, et on vous en remercie. Je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Madame Thiandoum. Abdoulaye Sakho, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais juste rajouter un petit truc. Je vous en prie. En plus de faciliter l'accès à la création d'entreprises, il y a également un autre volet qui n'apparaît pas trop souvent, c'est par rapport à la modernisation de l'administration sénégalaise. Il y a une volonté réelle derrière, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'accélération, de redynamisation, sans pour autant que derrière, que ça soit boosté en fait. Donc la modernisation de l'administration sénégalaise est en train de se faire. Les greffes actuellement, les greffes du tribunal régional actuellement en est le vrai exemple en fait. Parce que on est passé de l'immatriculation physique à l'immatriculation électronique. Et donc bientôt on pourra créer notre entreprise. Bientôt, ça se fera sous peu. Actuellement, l'immatriculation se fait par voie électronique. Donc sous peu, on va passer en ligne. D'accord. D'accord. Merci, en tout cas bravo pour ces efforts-là. Je pense que ça aidera véritablement à mieux aller de l'avant. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Thiandoum. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Il me plaît de vous appeler Abdoulaye. Abdoulaye, comme ça. Je pense que vous êtes un familier absolument, de l'émission. Tout à fait. D'accord, je crois que vous étiez déjà venu par rapport aux préparatifs de la cérémonie Les Calebasses d'Or l'année dernière. Absolument. Au moins, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Et donc pour cette édition 2014, vous êtes encore là, alhamdoulilah. Les Calebasses d'Or, je pense que pour vous, c'est un moyen de montrer des modèles par rapport justement aux contre-modèles aujourd'hui qui polluent dans notre société. Donc vous savez distinguer des citoyens et des organisations pour les primer par rapport à ce qu'ils font et qui méritent d'être donnés en exemple. C'est bien cela. Tout à fait. Vous pouvez y revenir un peu plus. Donc, permettez-moi de vous saluer tous sur la table et de saluer tous les téléspectateurs. Donc, c'est important ce que vous dites, mais j'aimerais revenir un peu en arrière, à la genèse. Donc, c'est vers 2007 que nous avons eu un souci par rapport à la marche du pays. Donc, nous étions inquiets, d'autant plus qu'il y avait une montée des gens qui insultaient, des gens qui criaient, qui insultaient, qui faisaient n'importe quoi, des gens qui étaient comme des modèles devant cette jeunesse. Nous nous sommes dit dans nos salons, mais ça c'est grave. Mais en tant que Sénégalais, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer ça? Oui. Non, voilà. Mais c'est bien quand même qu'on puisse s'identifier, vous comprenez? Parce absolument. Bon, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc c'est ça. Donc ce qui a fait qu'on s'est dit, pour ne pas être en reste, en tant que Sénégalais, il faut faire quelque chose. Donc on a commencé d'abord à diagnostiquer. Donc lors du diagnostic, nous avons vu qu'il y a beaucoup de variables qui ont donné ces résultats que le Sénégal avait. Donc, à travers ces variables, nous avons détecté des leviers. Mais selon les leviers, parmi les leviers, nous avons constaté que le levier le plus important en ce moment, c'était les valeurs. Parce que les valeurs, de manière systémique, si on parvenait à peut-être booster ce volet, ça pouvait peut-être amener l'ensemble des autres variables. Donc, on a pris comme viatique ce volet-là. Donc, nous avons appelé notre mouvement des patriotes du Sénégal. D'accord. Donc nous avons testé en faisant quoi? Pour rejoindre madame, nous avons testé d'abord à essayer de faire autre chose.
en voyant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tombent, que l'on crée, mais ça tombe. Nous avons fait une conférence, un symposium sur la co-entreprise pour qu'ils soient plus forts. Parce qu'ils sont très petits pour perdurer, pour la durabilité. Nous, on l'avait fait à Douta-Sec. Ensuite, nous avons testé aussi par rapport à la mendicité. Parce que les gens, aujourd'hui, essaient d'aider les enfants en leur donnant des cadeaux. Nous avons fait quoi? On a été à Douta-Sec, la dame là, comment dire, Empire des enfants. Nous avons visité l'Empire des enfants. Nous avons vu que les enfants sont créatifs. Ils font des œuvres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proposé à la dame une proposition. Nous sommes allés voir le ministre de la Culture qui nous a prêté le Galerie nationale. On les a offert une exposition vente pendant 15 jours. Ça, je pense que c'est une nouvelle forme de soutien qu'il faut développer. Donc, ensuite, sur la même lancée, nous avons pensé aux dignes fils de la nation. C'est ainsi que nous avons pensé à organiser un événementiel qui s'appelle la Calebasse d'Or en 2008. Donc dès 2008, nous avons primé 30 valeurs fils en phase test. Et cela a marché. Cela a marché, d'autant plus qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment prouvé, qui avaient vraiment bien travaillé dans ce pays, qui ne sont même pas remerciés, qui sont restés à rade. Il y avait même des vieux qui ont pleuré ce jour. On s'est dit, ça c'est important. Donc depuis lors, nous avons continué à la marche des activités en réfléchissant sur des projets. Ce que nous faisons, au lieu de crier, de faire la grève, de critiquer, nous essayons d'apporter des solutions. C'est ainsi que nous avons créé la Calebasse d'Or, ça a marché. Et ensuite, nous avons même, aujourd'hui même, j'avais normalement réunion au ministère de la Jeunesse pour l'élaboration de la charte nationale du citoyen, qu'on a élaboré nous. Nous avons déjà élaboré ça. Donc le ministère, étant vraiment conscient de cela, étant très intelligent, nous a fait venir et nous a mis dans la commission scientifique. Je suis le vice-président de la commission scientifique environnement et citoyenneté active. Donc, c'est ainsi que nous avons continué sur la ligne. Pour revenir à la Calebasse d'Or. Donc, pour revenir à la Calebasse d'Or, c'est un moment fort qui nous est offert, vraiment, pour choisir les Sénégalais qui peuvent être des références, pour que la jeunesse puisse s'en référer. Donc, c'est comme ça que, à travers des jurys, des personnalités qu'on a été consultées, qui ont vraiment magnifié ce que nous voulons faire, qui sont venus vers nous pour nous soutenir. Je peux citer plusieurs personnes, mais exclusivement Mendes Camara, par exemple. D'accord. C'est un primé ou c'est un soutien? C'est un primé. Après, il est devenu... il est jury en même temps. C'est-à-dire par rapport au jury, quoi, je veux dire. Maintenant, pour cette année, il nous est offert, c'est-à-dire lors des éditions précédentes, nous avons constaté que les personnes que l'on primait, au moment de faire des recherches sur ces personnes, nous avons constaté que c'est des personnes qui appartiennent à une famille religieuse, catholique comme chrétien. Nous nous sommes dit, mieux vaut tard que jamais. Cette année, nous nous sommes dit, le plus important, c'est aujourd'hui, il y a dans le domaine des musulmans, les confréries. Il y a les catholiques qui sont là, protestants et chrétiens. Donc, pourquoi ne pas essayer de voir, parce que c'est l'écrasante majorité de la population. Et ces personnes-là ont comme référence ces khalifes. Et ces confréries aussi ont un rôle à jouer et certaines personnes même vont à la dérive de cela. Donc pourquoi ne pas spécialement primer ces hommes religieux pour que le Sénégal, à travers cela, découvrent leurs œuvres. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas Seigne Touba Julli na si géej bi, ce n'est pas l'imam Moulay pousse na géej bi, c'est leur contribution qui nous intéresse. Aujourd'hui, ils ont fait des œuvres qui sont dans les trottoirs. Aujourd'hui, la pénétration par exemple, je prends l'exemple des Niassènes, leur pénétration aux parties les plus hostiles de l'Afrique. Quelle est la capacité de cette pénétration que le Sénégal peut utiliser? Aujourd'hui, si on prend le fait les mourites, le fait d'allier le travail, auparavant,
les musulmans, c'est-à-dire si tu apprends le Coran, tu tout de suite comment c'est leur capacité d'allier les deux que la jeunesse peut prendre ça comme exemple. Par exemple, si on prend le cas des Layènes aujourd'hui, qui ont apporté aujourd'hui une solution par rapport à la discrimination. Par rapport au caste et autres. Comme ça. Donc pour cette année exclusivement, vous n'avez primé que des religieux. Voilà, nous allons primer spécialement pour des religieux. Et d'ailleurs, on a été on peut avoir quelques noms de... Voilà, l'ensemble des khalifes. D'accord. Et le cardinal. D'accord. L'ensemble des khalifes généraux et le cardinal. D'accord. Très bien. Moi, je pense que c'est opinion personnelle, hein, c'est une bonne chose. Voilà. Parce que de toute façon, ces gens-là sont les régulateurs sociaux dans notre pays. À chaque fois qu'il y a des crises, des tensions, on aime à les appeler au secours. Absolument. Hein. À chaque fois que les politiques, pour ne pas les citer, parce que c'est souvent eux, c'est souvent chez eux que ça se passe, en tout cas pour des actes qui vont peut-être dans le sens de perturber et tout. C'est nos chefs religieux qui sont là, qui se dressent et qui empêchent peut-être à notre société peut-être de péricliter et de couler. Donc pour moi c'est une excellente initiative. Peut-être qu'on va revenir en profondeur là-dessus. Merci Babacar. Je remercie nos amis du mouvement des patriotes du Sénégal. Merci. C'est un parti politique? Non. Non, c'est pas un parti. Une association. C'est une association. Comment ça se fait qu'il y ait un parti politique qui porte le... Oui, qui porte le... Et à Faras en plus, on a eu notre ami Sonko qui est patriote aussi du Sénégal. Je ne sais pas, à un certain moment donné, on a eu l'impression que tout le monde revient sur ce terme de patriote. Et dans le fond, on se dit, ce que nous sommes en train de faire, et quand on fait le diagnostic, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on diagnostique ce qui se passe, la situation, l'évolution du Sénégal, on a l'impression qu'on a un problème avec ce terme. Que nous, Sénégalais, nous sommes un peu en conflit avec ce qu'est le patriotisme. C'est l'impression qu'on a quand on voit aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 structures qui ramènent le terme de patriote. Pourquoi vous pensez être nécessaire d'inclure ce mot dans ce que vous faites et de vouloir faire en sorte que les Sénégalais aujourd'hui en reviennent à ce qu'on peut appeler in extenso, les valeurs. Voilà. Donc je vous remercie. Sur la même lancée, nous travaillons sur ce domaine d'ailleurs. Ce qui s'est passé est que par rapport à votre question, il se trouve qu'avec un partenaire belge, pendant longtemps, nous avons fait des diagnostics à travers l'université, à travers tout ça. Donc il s'est trouvé que par rapport à l'étude, aux bourses d'études, nous avons constaté qu'effectivement, les bourses d'études sont très bien. Oui. Mais envoyer nos enfants à 16 ans, à 17 ans, en Europe ou quelque part d'autre, c'est pour les acculturer. C'est pour les rendre moins patriotes. Donc, vous pensez? Oui, parce que nous, on prône pour les bourses de stage. Parce qu'aujourd'hui, les pillages que l'on voit au Sénégal, la plupart, si le Sénégal croule, ils vont retourner en Europe, ils n'auront même pas le sentiment que nous avons, nous qui sommes là jusqu'à l'âge de 25 ans, 30 ans. Ça, c'est un fait. Raison pour laquelle nous prônons qu'après 4 ans de formation, après le bac, ou bien 3 ans, que l'État du Sénégal aille à l'université, encourage les étudiants, en partenariat avec les autres nations, à aller chercher de l'expérience. Cela va peut-être créer un impact psychologique. Cela va nous permettre aujourd'hui d'être de retour. Parce que vous savez ce qui se passe. Les bourses, par rapport au patriotisme, je veux dire, aujourd'hui, c'est important. Tant plus qu'aujourd'hui, voyez-moi ce qui se passe. Ce n'est pas le patriotisme, ça. D'ailleurs, c'est ce qui nous a posé. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, par exemple, je vous donne un exemple. Un exemple. En décembre, on va le faire. En Italie, il y a en 2011, 2 Sénégalais ont été tués. Oui. 2 Sénégalais ont été tués. C'est 3 d'ailleurs. L'autre est sur 16 roulantes. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe en Europe? Au lieu de commémorer ces gens-là, l'État italien a même donné un espace. Ce que les Sénégalais font là-bas, c'est des soirées de gala. Pour après, ensuite, réserver l'argent à ces gens. Aujourd'hui, MPS est en train de préparer en décembre
une descente pour mettre deux monuments pour dire aux Européens plus jamais ça. C'est pas normal. Et puis l'année dernière, beaucoup de ministres ont été invités. Il n'y avait personne. Il n'y avait que Dior Ndiaye et Moussa Touré, l'artiste. En Italie? En Italie. Oui, parce que... Donc vous voyez, et vous déplorez le fait qu'eux, ils y soient allés? Ou bien que c'est une bonne chose? Non. C'est une bonne chose? C'est une bonne chose, bien sûr. Mais c'est pour vous dire que beaucoup de gens ont été interpellés, mais ça ne les intéresse pas. Le Sénégalais doit être comme un Américain. Vous comprenez? Et puis, au Sénégal aussi, en plus là, aujourd'hui, on doit prôner pour que les gens aiment le Sénégal. Oui, pas comme les Américains, mais que les Sénégalais aiment le Sénégal. Comme les Américains, je veux dire par là, comme les Américains, si un Américain meurt, mais c'est grave. C'est comme si toute la terre... Vous comprenez? Pourquoi pas le Sénégal? Donc aujourd'hui, on doit défendre en tant que patriote, en tant que Sénégalais, et on doit s'aimer davantage, et puis on doit aimer notre terroir. Donc, voilà. En tout cas, merci pour cette réflexion. Moi, je ne sais pas sur la position d'envoyer les jeunes Sénégalais étudier un peu partout en Europe ou en Amérique. La réflexion que j'en ferai, c'est celle-ci. Ce serait bien de prendre l'exemple de la Libye, par exemple, sur le système d'enseignement et de formation de ses fils et de ses filles, ce dont on ne parle pas souvent. Et de prendre l'exemple du Japon, que tous les élèves et les étudiants ont appris un peu partout dans le programme d'histoire et de géographie, qui ont envoyé leurs enfants étudier, et la condition c'était de revenir servir leur pays. Absolument. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on travaille sur cet aspect et que les Sénégalais qui partent un peu partout, grâce aux contribuables, ce n'est pas l'argent de Macky Sall, ce n'est pas l'argent de Abdoulaye Wade, ce n'est pas l'argent de qui que ce soit, c'est le contribuable sénégalais. C'est de pauvres paysans qui travaillent, de pauvres Sénégalais qui travaillent pour qu'on verse au trésor et que cet argent est distribué à des Sénégalais privilégiés qui doivent aller étudier. Et qu'on leur fasse comprendre qu'en dehors du fait qu'ils sont boursiers sénégalais, que l'argent vient du contribuable, qu'ils doivent, après avoir terminé leurs études, revenir au pays pour servir la nation. C'est une chose extrêmement importante. Mais moi, je verserais plus vers dans ce genre de raisonnement que de dire quand on les envoie, c'est forcément pour les acculturer. Je pense que quand le pilier et les valeurs qui sont mises en avant ont une bonne base, on peut tout réussir. Gorgui l'a dit tout à l'heure en parlant de son expérience. Et il y a beaucoup de jeunes, je pense qu'au Sénégal, qui sont conscients du fait qu'ils partent quelque part où ils sont étrangers, qu'ils sont sénégalais, qu'ils ont le devoir de rentrer chez eux et de servir leur pays. Pas de se servir dans les caisses de l'État et après de partir après avoir terminé leur mandat de président de la République, comme 2 autres ou 3 autres l'ont déjà fait. Heureusement que le 3e est revenu. J'espère qu'il va rester au Sénégal définitivement. Voilà ma réflexion sur cet aspect. Merci. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Donc par rapport à la... Je crois que vous avez initié une pétition, non? Oui, voilà. Donc au prélude, nous avons aussi regardé, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été nominées depuis 2008. Il y a eu des recherches qui ont été faites à travers ces personnes-là. Nous avons découvert qu'il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'œuvres qui sont pas exploitées, qui ne sont pas lues, qui ne sont pas connues, même connues, qui sont même connues ailleurs qu'au Sénégal. Alors qu'avec ces œuvres-là, si le Sénégal avait mis ça à la disposition de sa jeunesse, peut-être que ça pouvait changer beaucoup de choses. Parce que nous nous sommes dit aussi, quand on lit le livre de Baudelaire, on va en même temps capter l'ensemble de sa pensée, sa culture, sa manière de voir. Vous voyez? Alors que, en contrepartie, ça devient un caractère, une seconde nature, c'est sûr. Parce que quand on lit un livre, on capte en même temps l'ensemble de ces paramètres, c'est sûr. L'influencer. Donc, raison pour laquelle nous avons travaillé ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ces œuvres-là sont là, nous ne sont jamais étudiées. Alors que depuis 1816, l'entrée de l'école au Sénégal, Saint-Louis à Gorée, c'est le même système.
non adapté à nos réalités est toujours présent. Effectivement. Et les gens sont là, bois croisés, on consomme, en sachant que ça nous tue, mais on continue à consommer. Alors qu'à côté, il y a même en poésie, il y a des érudits qui ont fait des poètes qu'on peut enseigner comme on enseigne les autres poètes. Donc c'est ainsi que nous avons voulu vraiment marquer notre présence par rapport à l'Assemblée nationale, qu'on a contacté d'abord pour leur dire ça suffit de penser avec la pensée des autres. Il faut que l'on essaye de penser avec nos pensées. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas n'importe qui sont là, qui ont travaillé sur l'économie, sur la science, sur n'importe quoi. Tout est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est comme ça que nous avons vu que la meilleure façon de faire, c'est de lancer une pétition, c'est pour demander aux Sénégalais s'ils sont d'accord pour ce principe, s'ils sont d'accord pour ça, si dès qu'on aura les 10 000 signatures, nous allons demander à l'hémicycle vraiment de faire un projet de loi par rapport à ça. On ne dit pas de changer le système, mais à côté de ce système-là, d'enseigner ces œuvres-là, qui sont très éducatives, qui peuvent même permettre à accélérer la rupture que nous voulons par rapport à la manière de faire et par rapport à l'agression suite à la mondialisation. Raison pour laquelle nous avons voulu, le 22 février passé, nous avons lancé cette pétition à Blaise Senghor. Donc ce qui nous a frappé de plus, l'ensemble des journalistes, la presse, c'est la presse qui était les journalistes qui étaient les premiers à signer cette pétition. Donc nous avons senti que c'était une nécessité, que les Sénégalais ont compris aujourd'hui que nos érudits n'ont rien à envier aux penseurs occidentaux ou arabes, même arabes. Donc, pourquoi ne pas vraiment s'en profiter davantage? Donc c'était ça. Camille. Très cher frère, bonsoir. Bonsoir. Projet et même pas projet, parce qu'on est dans le cadre de l'action désormais, plus que louable, plus que respectable, plus qu'admirable, d'autant plus qu'il y a une sorte de pérennité dans votre démarche. Elle n'a pas commencé aujourd'hui, elle ne s'arrête pas. Elle a commencé il y a un certain temps, elle continue plus que jamais actuellement, ce qui, à mon sens, est gage de sincérité, d'abnégation, d'énergie dans un projet qui, comme l'ont dit mes très chers frères et sœurs, va dans le sens de lutter, comme vous le dites aussi tout le temps, contre les contre-valeurs qui prolifèrent, qui pullulent dans nos sociétés africaines et pas simplement sénégalaises. J'ai été très attentif à ce que vous avez dit. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu dans la position d'une groupie quelque part tout à l'heure. Lorsque je voyais votre projet, je disais à tous, mais ça, c'est des choses qu'il nous faut et qu'il faudrait même répéter dans toute l'Afrique. Parce qu'en effet, on est dans une société où on est surtout dans une ère, une période où en Afrique, on est de plus en plus perméable à des valeurs, disons les choses telles qu'elles sont, exogènes, donc venues d'ailleurs. Certaines peuvent être bonnes et d'autres sont objectivement parlant antagonistes, mais de manière hystérique par rapport à notre paradigme culturel africain. Mais j'ai envie de dire que mon admiration, sans qu'elle en soit entachée ou entaillée, on va dire c'est un petit peu plus mesuré. Lorsque j'ai entendu tout à l'heure que justement, lorsqu'on vous parlait de nous donner des exemples déjà de contre-modèles, vous n'étiez pas dans une démarche de préciser, d'identifier par des exemples précis qui permettraient à la société, à la jeunesse, aux étudiants qui sont ici, de savoir ce qu'est un contre-modèle. On entend ce terme tout le temps. D'accord ? On va parler de manière globale, on va dire LMD, lutte, musique, danse, etc. On sait qu'il y a des exceptions. On a reçu tout à l'heure, le temps pour moi est très réduit, mais c'est il y a quelques semaines, Yekini, c'est comme c'était il y a quelques secondes en réalité, qui est un modèle de vertu et de sagesse, qui est lutteur, mais qui en effet est peut-être le contre-exemple qui contredit une règle générale. Il y a des personnes dans tout corps de métier qui peuvent être brillantes et qui n'appartiennent pas aux stigmatisations qu'on peut faire sur des domaines qui en effet peuvent parfois abrutir la masse. Mais vous ne citez pas, ça donne l'impression que certaines catégories sont à proscrire et dans le même temps vous nous présentez ce soir une catégorie de personnes qui va être, et on ne peut être que heureux en tant que personne, qu'on soit chrétien, musulman ou traditionnaliste africain, on ne peut être qu'heureux que des êtres spirituels soient loués pour leur démarche. Mais j'ai un petit mais quand même. Est-ce que vous parlez donc du fait que vous allez
féliciter, sacrer, consacrer les chefs religieux. Mais ne pensez-vous pas, et ça c'est vraiment une question très naïve d'un jeune Africain qui parle à son frère, que quand on voit aujourd'hui par exemple la prolifération de la mendicité, n'ayant pas peur des mots, peut-être que les chefs religieux aujourd'hui ne font, qui ont une autorité morale extrême, qui sont écoutés, qui sont entendus, ne sont pas au maximum de leurs efforts pour enrayer malheureusement un mal qui parfois est lié aux confréries religieuses. Est-ce que vous pensez que les efforts sont suffisamment faits pour qu'on puisse les consacrer alors qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin pour que ce mal puisse être éradiqué? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà. Donc, je vous remercie. Je ne vais pas choquer les religieux. Absolument pas. Je vous remercie. pense que c'est important qu'on en parle. Tout à fait. Je vous remercie de cette question. D'autant plus qu'effectivement, moi je pense que même le jour J, ce qui va se passer est que chaque confrérie, ou bien même les catholiques, vont faire un speech par rapport à leur contribution. Mais il y aura en contrepartie quelqu'un qui va venir nous expliquer le rôle initial de ces confréries. C'est pour faire la différence de ce qui se passe aujourd'hui. Dans certains, vous comprenez? Je comprends très bien, parce que votre nuance est importante, mais en même temps, ils savent mieux que quiconque, ces personnes-là, quel est le rôle initial des confréries. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que malheureusement cette entre guillemets mendicité qui en réalité n'en est pas une tant que ça, parce que la mendicité généralement peut servir à une individualité pour subvenir à ses besoins, mais certains participent à un système économique d'une manière qui n'est objectivement... Notre réflexion, à MPS, je prends l'exemple de la lutte. Si les faits sont là, on n'a rien à faire. Ce qu'on a à faire, comment faire pour renverser la tendance? Comment faire par rapport à ces faits? Dans ces faits, trouver là-bas des solutions. Par exemple, je prends l'exemple de la lutte, par exemple. Certains disent 3 000, certains disent 10 000 lutteurs, qui sûrement ne vont pas tous réussir sur la lutte. Nous nous sommes dit, MPS dit, et puis nous l'avons dit, ça fait 2 ans de cela. Nous avons dit, mais si l'État pouvait nous écouter, on allait leur demander, les ténors là, de leur donner de l'open de terre, gratuitement, en collaboration avec les collectivités locales. Parce que l'État ne possède pas de terre, c'est avec les collectivités locales. Leur donner des hectares, leur demander seulement de cultiver, et peut-être ils vont emporter beaucoup, qui vont rejoindre l'agriculture. Ça, c'est des faits qui sont là. On ne peut rien y changer. Maintenant, comment faire pour renverser la tendance intelligemment? Vous comprenez? Ainsi de suite, par rapport à la mendicité, ça fait mal. Nous, on a fait le déplacement, on a été à Touba. Le calife nous a reçus. On a été partout. Tous les khalifes nous ont reçus, à part, on doit partir chez les Kounda, peut-être le jeudi. Comprenez? Partout, ce qu'on a vu là-bas, ce n'est pas ce qui se passe ici. Là-bas, les talibés sont dans les maisons, ils travaillent. Ils apprennent, ils travaillent. Ils ne font qu'apprendre. Donc on ne peut pas les blâmer par rapport à ça. Ça, c'est une bonne chose. C'est ça le problème. Une excellente chose. C'est ça le problème. Maintenant, il faut faire la part des choses aux autres qui sont là pour le profit. Donc je pense que l'alternative sera, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Mais pas simplement, mais vous-même, vous avez, excuse-moi Nina, mais vous-même, vous avez quand même une responsabilité, justement. On ne peut pas tout remettre sur les épaules de l'État. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a fait avec Antombo. Oh, j'entends bien. Parce que la précision que vous donnez encore une fois ce soir, je sais, merci. La précision que vous donnez est extrêmement importante quand vous parlez justement qu'il y a en effet des talibés, et ça personne ne peut le nier, qui étudient sérieusement, qui travaillent sérieusement, qui sont extrêmement bien guidés. On ne citera pas de confréries pour rendre jaloux d'autres confréries, là n'est pas le but. Mais il y en a qui font leur travail de manière honnête et digne. Mais il y en a d'autres aussi, et c'est pour ça que quand vous dites vous allez sacrer tous les chefs religieux, cet essentialisme qui peut paraître positif me paraît justement sur ce point être un tantinet dérangeant au motif que vous allez mettre au même niveau des gens qui font bien leur travail sur le terrain spirituel et d'autres qui objectivement bénéficient d'un système qui devrait normalement bénéficier qu'à Dieu à la fois et non pas au profit individuel au détriment du collectif. Voilà ma question. Ce qui est important, c'est de lever le voile, parce qu'il y a plein d'amalgames qui est fait. Par exemple, vous, votre travail, ce serait bien
de communiquer dans ce sens pour que les gens comprennent. Parce que quand on voit à chaque fois des gens qui mendient dans la rue, on a l'habitude de dire c'est des talibés, alors que 90% ne sont pas des talibés. Ce sont des jeunes démunis dont les parents ne prennent pas leurs responsabilités, qui sont dans la rue jusqu'à minuit pour mendier. Donc, c'est une autre forme d'esclavage. Voilà, je pense que c'est très important, comme le dit, de communiquer sur ça, que les gens comprennent que ça, c'est pas bon, c'est pas ma conception de l'islam, du mouridisme ou de quoi que ce soit. Il faut que les gens comprennent que ce qu'on voit, ce n'est pas le fruit des confréries, c'est le fruit d'un autre problème qu'il faut prendre en charge. Mais tu es d'accord, sans te couper, excuse-moi frère, tu es d'accord avec moi que parfois, même si comme tu l'as dit, c'est une infime minorité, certaines personnes liées à des confréries, il y a aussi des gens, certaines personnes dans des confréries qui agissent mal. Oui. Voilà, ok. Ça c'est clair. On termine avec ça, on signale que le temps est fini, un débat extrêmement intéressant. En fait, la cérémonie se tiendra quand? Voilà, la cérémonie se tiendra le 17 mai prochain à Sorano, à partir de 10h. Donc on la faisait vers l'après-midi. Mais cette fois-ci, on va faire ça, nous allons faire ça à partir de 10h, de 10h à 14h, pour permettre aux enfants qui vont venir, parce que nous allons inviter les écoles. Les écoles, les enfants vont venir, et l'ensemble des personnes qui désirent. Et puis ce jour, nous allons permettre aux gens qui veulent signer la pétition. Parce que certains ne sont pas Internet. Donc pour leur permettre à main levée de la signer. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors on va terminer avec la revue de presse de Thioro qui s'est coupé les cheveux. De Kémi Séba. Exceptionnellement, je pense qu'il va nous parler de la situation au Nigeria et de Boko Haram. Et en réalité dans la région. Alors c'est vrai qu'on passe d'ailleurs le bonsoir à Thioro plus que jamais, celle qui fait la revue de presse habituellement. Exceptionnellement, on va la faire ce soir parce que le sujet est on ne peut plus géopolitique aujourd'hui. Et si vous le permettez, on va tous participer. C'est une discussion, c'est un échange auquel on espère que le public sera, en tout cas on espère que le public sera réactif sur ce point. Donc, tout le monde a entendu parler du mouvement de la secte Boko Haram, d'accord? Mouvement donc d'enturbanés, prétendument musulmans. Je dis prétendument parce que bon, entre ce qu'on peut lire sur parfois la religion, sur cette religion, qu'on soit chrétien ou pas, et la manière dont ils présentent les choses, on peut parfois se poser des questions. Donc des enturbanés méchants, nigérians, tueurs d'autres Africains, qu'ils soient musulmans ou chrétiens d'ailleurs, voleurs, violeurs, etc., surarmés, qui, tout droit sorti d'un film de Nollywood, on a l'impression, avant il y avait Hollywood avec certains groupes prétendument terroristes au Moyen-Orient, et aujourd'hui on a le pendant sur le continent africain. C'est très intéressant. Et on observe, suite à leurs excès, on a l'impression que c'est les méchants idéaux d'un film de science-fiction. Les méchants qui vont vous crier soi-disant Allahu Akbar, qui vont kidnapper des filles, comme c'était écrit dans les livres saints, qu'on pouvait voler les enfants, violer les enfants, etc., et les revendre. On a assisté à une campagne virale assez exceptionnelle en retour, donc qui émane à la base des États-Unis, qui disait « Bring back our girls ». Ramenez-nous nos filles, ramenez les filles. Un véritable homme ne kidnappe pas des enfants, ce qui est la vérité. Et toute personne éprise de morale ne peut être que touchée par cet élan de solidarité internationale contre ces méchants enturbanés sortis non pas de Walt Disney, mais de Mamadou au pays, non pas des merveilles, mais des horreurs. Mais la nuance après ce conte de fées et de taille, lorsqu'on creuse véritablement sous l'aspect géopolitique des choses et qu'on regarde l'envers du décor de cette campagne politique et médiatique rondement menée. On assiste à une similitude assez exceptionnelle avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec des groupes prétendument salafistes, takfiristes, on pourrait même le dire, des personnes qui étaient capables de décapiter, d'égorger des co-religionnaires et qui, en réalité, dans leur manière d'agir, étaient les plus grands alliés, il faut le dire, des États-Unis dans leur volonté d'installer des bases militaires dans des régions du monde qui voulaient être contrôlées par l'impérialisme américain sans être dans le manichéisme le plus total. Et on voit en Afrique que derrière ces sympathiques, et c'est ironique de le dire, membres de Boko Haram,
il y a quelque chose dont on parle très peu, l'Africom. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Africom. Qui en a entendu parler autour de cette table? Non, personne. Alors, l'Africom, c'est un commandement militaire US spécialement dédié à l'Afrique, qui se déploie de manière spectaculaire, progressive mais spectaculaire sur le continent africain, comme par hasard dans des endroits où les richesses minières, où le pétrole est très présent. C'est un hasard, hein. On va pas dire que c'est simplement pour le pétrole que ces forces américaines sont là. Et ce groupe qui est Africom a été fondé par l'IASPS, donc c'est l'Institut d'avancée stratégique des études politiques, un think tank israélo-états-unien, tiens, convergence d'intérêts, mais on dira que c'est un hasard. Derrière le hasard se cachent peut-être parfois les casards, mais bon bref, qui a pour objectif donc d'établir une politique de déploiement réel sur le continent africain dans toutes les zones où le pétrole, les richesses naturelles sont présentes. Et pour ce faire, ils sont dans une logique aujourd'hui d'exacerber les tensions. C'est quelque chose qu'on analyse et qu'on voit entre groupes ethniques différents, entre groupes religieux différents. Alors une stratégie aujourd'hui qui peut rejoindre la théorie de Zbigniew Brzezinski, l'américain, théoricien américain, qui dans sa logique d'arc de crise avait tracé tout un grand croissant, partant du Moyen-Orient qui s'est par la suite étendu au continent africain, de zones qu'il fallait balkaniser, fragiliser pour installer des bases militaires américaines. Là on est très loin du romantisme présenté par Obama ou Michelle Obama qui venait avec sa pancarte et qui disait « ramenez-nous nos enfants ». Derrière ces intérêts, derrière cette émotion suscitée de manière mondiale, il y a des intérêts militaro-industriels plus que jamais présents. Il y a aussi une volonté qui va dans le sens quelque part du plan Oded-Yinon, plan israélien, comment dirais-je, d'exacerber, comme on disait tout à l'heure, les tensions, mais surtout de diaboliser aussi une partie de la population, qu'elle soit religieuse, en l'occurrence sur ce point, l'islam. Vous remarquerez que grâce à ces comédiens de Boko Haram qui se présentent comme des gardiens de la religion musulmane, et là je parle non pas en tant que chrétien, musulman ou autre, mais simplement en tant qu'analyste africain, le taux d'islamophobie a grossi de manière spectaculaire dans le monde grâce à ces gens qui se présentent comme des alliés, soi-disant, de la religion. Et on voit que, en effet, les personnes les plus excessives sur ce terrain sont bien souvent des gens qu'on peut qualifier d'idiots utiles, financés, et là c'est quelque chose que je vous demande d'étudier, de vérifier, et on en finira bientôt sur Internet, on a pu le constater clairement, c'est ce que le Nigerian Tribune a rapporté, financés par le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite, en particulier via le fonds fiduciaire Al-Muntada. D'accord? C'est quelque chose qui a été dévoilé en 2012. Donc on a des personnes qui sont soi-disant combattues par des justiciers occidentaux et qui, de l'autre côté, sont financées aussi bien par les arabo-mondialistes, les pétromonarchies du Golfe comme l'Arabie Saoudite d'un côté, et par les puissances occidentales qui se présentent officiellement comme les ennemis du terrorisme, mais qui en sous-bassement sont dans une démarche de les financer. Et je donnerai juste une petite parabole, si Babacar me permet de conclure dessus, qui est intéressante. C'est un petit peu comme un boutiquier qui vient d'ouvrir son magasin. D'accord? Bien souvent, lorsqu'on voit la mafia qui veut être financée par justement ces boutiquiers qui s'installent sur un terrain qu'ils estimaient juteux, on voit bien souvent des casseurs pour fracasser la boutique et après la mafia dit: si vous voulez, on vous donne de la protection, on vous assure votre protection en échange d'une rémunération. Ben, c'est exactement ce qui se passe à l'échelle géostratégique. C'est ça qui est grave, c'est que les Américains, tout le monde sait que le Nigeria, aujourd'hui, est devenu depuis quelque temps la première puissance économique africaine. Et comme par hasard, c'est à cette période-là que nos amis de Boko Haram émergent. Et les Américains, qui sont des êtres de justice, je parle des dirigeants, la population n'a rien à voir dedans et subit parfois la politique de ces gens-là, les Américains viennent, comme la mafia le fait, après avoir financé, et ça c'est des choses qui sont vérifiables, ces groupes-là viennent jouer les justiciers, installer leur base militaire, et j'appelle tout le monde à la conscience politique, à la conscience morale, et ne pas tomber dans le piège qui voudrait que les chrétiens, les musulmans, les traditionnalistes africains se tapent dessus pour des intérêts étrangers. Il est temps qu'on se reparle, il est temps qu'on analyse qu'aujourd'hui le terrain africain est une richesse naturelle pour tout le monde vient piocher, et s'il le faut, les oligarques sont prêts à monter les populations les unes contre les autres pour pouvoir creuser sur notre sol. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Voilà.
Est-ce que vous avez des réactions peut-être sans sur commentaire. Très belle analyse. Oui, trop belle même. Je pense que ça a été sur beaucoup de Une choses. belle analyse. Je pense le qu'il problème, faut c'est qu'on a toujours voir épuisé le temps, mais peut-être... Oui, on n'a pas beaucoup de 30 temps. secondes. Parce qu'il a pris les 5 minutes qu'il... Voilà. Mais vraiment, c'est là. On a vraiment épuisé le temps. Revoir la face invisible de l'iceberg. On a une face visible de l'iceberg et nous avons Boko Haram qui a pris des jeunes filles qui étaient scolarisées. En dehors de la religion et tous les gens qui peuvent être choqués du fait que c'est des femmes et des filles qui sont encore utilisées comme un peu partout en Afrique, comme butin de guerre, comme moyen de pression. Aujourd'hui, la femme en Afrique est utilisée comme moyen de guerre et butin de pression. Le viol est devenu